Bonjour, je me présente. Je m'appelle Berkouche Sonia. Je suis étudiante en 5e année de médecine à la faculté de médecine d'Alger. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours des spondyloarthrites. C'est un cours de rhumatologie qui est très important et très complexe aussi, et qu'on va voir tout de suite. On parlera durant ce cours de la définition des spondyloarthrites, de leur description, de leur physiopathologie, de leur éthiopathogynie, de leur clinique commune, car on verra que des manifestations cliniques seront en commun, de leurs critères diagnostiques, et enfin, on parlera des spondyloarthrites axiales prédominantes, c'est-à-dire de la spondylarthrite ankylosante, des spondyloarthrites périphériques, celles à psoriasis et celles aux entéropathies chroniques. On parlera également des arthrites réactionnelles. C'est parti. Alors, pour le terme de spondyloarthrite, c'est un terme qui est utilisé au pluriel, car il va regrouper des maladies similaires. Ces maladies, elles auront en commun une prédisposition génétique commune, car chez la plupart des malades, on retrouvera l'antigène HLA-B27. Il y aura aussi des manifestations cliniques qui seront en commun, mais les présentations cliniques qu'elles vont représenter, elles seront distinctes par certains points. Et c'est ce qui fera d'elles des maladies à part entière. Alors, c'est un groupe de rhumatisme inflammatoire chronique. Rhumatisme par rapport au fait que ce soit des arthropathies, des atteintes périarticulaires, inflammatoires, car elles sont de nature inflammatoire. On verra qu'au niveau des articulations, c'est des réactions inflammatoires. Chroniques, car elles durent plus de 3 mois. C'est des maladies qui vont durer dans le temps. Alors, ce groupe contient les spondyloarthrites axiales et les spondyloarthrites périphériques. Les spondyloarthrites axiales, c'est la spondylarthrite ankylosante. On verra qu'il y en a deux types en fait, pour les axiales. Et pour les périphériques, il y a le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles et les arthrites associées aux entérocholopathies inflammatoires. On va maintenant parler de la description des spondyloarthrites. Alors, il a été judicieux de les séparer en spondyloarthrite axiale et spondyloarthrite périphérique, et ce, par la prédominance de l'atteinte. Si le patient présente plus des signes axiaux à type de douleur au niveau du rachis et des sacroiliaques, ça sera une axiale. S'il présente par contre des douleurs au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau du squelette appendiculaire, ça sera plutôt des périphériques. Alors, pour les spondyloarthrites axiales, il y en a deux types. Il y a celles qui sont radiographiquement positives, c'est-à-dire qu'elles ont une sacroiliite à la radiographie, et là, il n'y a aucun doute, c'est une spondyloarthrite ankylosante. Et il y a celles qui sont non radiographiques, et celles-là, elles sont sans sacroiliite à la radio. On verra plus tard qu'on les appelle des spondyloarthrites indifférenciées. On a aussi les spondyloarthrites périphériques, et là, il y a les articulaires et il y a les anthésitiques. Alors, les articulaires, il y en a deux types. Il y a celles qui sont érosives, c'est-à-dire que par la suite, l'articulation sera lésée, elle sera mutilée. Il y a celles qui sont non érosives. Et là, l'articulation, même si elle est touchée par de l'inflammation, on n'aura pas de séquelles par la suite. Pour les spondyloarthrites périphériques anthésiques, celles-là, elles vont prédominer au niveau des anthèses. Les anthèses, c'est le point d'attache au niveau de l'os des tendons, des ligaments, de la capsule. Alors, c'est à ce niveau-là que d'abord, il y aura les remaniements qu'on verra au cours de la maladie. L'anatomopathologie se passera au niveau des anthèses. Il y a aussi, et qui accompagne la maladie, des manifestations extra-articulaires à type d'uvéite en atteignant l'UV, de psoriasis en atteignant la peau, d'entérocolopathie inflammatoire en atteignant le tube digestif. Les manifestations extra-articulaires sont fréquentes au cours des spondyloarthrites. Concernant l'éthiopathogénie de ces spondyloarthrites, il y a 3 facteurs qui sont incriminés. D'abord, il y a le facteur génétique. En effet, la présence de l'antigène HLA-B27 a été retrouvée chez près de 90% des patients présentant une spondyloarthrite. Et ceci est un taux très important. Ce qui aussi expliquerait le fait qu'il y ait beaucoup d'antécédents familiaux de spondyloarthrite. Il y a aussi les facteurs humains. Les facteurs humains sont sur la piste de plusieurs cytokines, l'activation des TH17 par l'IL-23 dans les tissus. En effet, l'IL-23, c'est une cytokine. Celle-ci va activer la TH17 qui va produire l'IL-17. L'interleukine 17 est une cytokine
pro-inflammatoire et comme son nom l'indique, elle va stimuler l'inflammation à l'origine de production d'IL-1, d'IL-6 et de TNF-alpha, ce qui va amplifier la réaction inflammatoire au niveau de ces articulations. On aura aussi le facteur environnemental, et ce, par les agents infectieux. En effet, chez les personnes présentant une spondyloarthrite indifférenciée, on a retrouvé une infection synoviale au chlamydia. Et donc, ceci pourrait être l'événement déclencheur d'une spondyloarthrite. Alors, il y a aussi le tabagisme qui a un effet pro-inflammatoire direct sur la maladie. Pour la physiopathologie, on a retrouvé l'association de destruction et de prolifération osseuse, c'est-à-dire d'hyperostose. Cette prolifération osseuse va faire suite à la destruction. En fait, on va d'abord avoir de la destruction, et ce par le biais des macrophages et des ostéoclastes, sous la dépendance des TNF-alpha et des cytokines inflammatoires, c'est-à-dire qu'au cours d'une réaction inflammatoire, des macrophages et des ostéoclastes vont être stimulés et ils vont se mettre à détruire et à ronger l'os. Ensuite va venir la prolifération osseuse qui va lui faire suite. Cette prolifération osseuse, elle est due justement à une dysrégulation de la différenciation et de la prolifération des ostéoblastes. Parmi les voies, il y en a beaucoup, mais parmi les voies qui seront en cause dans cette prolifération osseuse anarchique en quelque sorte, on va avoir la voie de signalisation de Wingless. Cette voie, elle va stimuler l'ostéosynthèse, et ce par la stimulation de cellules mésenchymateuses qu'elle va orienter vers la voie de la prolifération pour devenir des ostéoblastes. On va voir aussi la BMP, la Bone Morphogenetic Protein, qui est une protéine qui va induire la formation d'os et de cartilage. C'est un groupe de facteurs de croissance et de cytokines. Ceci va faire que, après la destruction, il y aura la prolifération. Cette prolifération, elle ne sera pas naturelle, elle sera anarchique. C'est pour ça qu'on va retrouver à la radio des syndesmophytes, etc. Ceci va se passer principalement au niveau des anthèses. Il faut dire qu'une anthèse, c'est une zone de transition d'un tendon, par exemple, si on parle de tendon, qui va passer dans le cartilage et enfin dans l'os. Alors, les fibres de collagène de cette anthèse vont, à fur et à mesure qu'ils pénètrent dans l'os, se minéraliser et avoir la consistance de l'os. Alors, ceci pour dire que tous les phénomènes qu'on vient de citer maintenant vont se passer au niveau de cette anthèse-là. C'est pour ça qu'à la radio, il y aura une manifestation radiologique qu'on pourra voir macroscopiquement. Ça peut toucher aussi le tube digestif au cours de la maladie de Crohn par exemple ou de la RCH. Ça peut toucher l'UV, donner une uveitis antérieure qu'on va retrouver surtout chez les personnes ayant une spondylarthrite ankylosante. Il y a aussi les urétrites, les atteintes cardiovasculaires qu'on va retrouver fréquemment chez les personnes ayant une spondyloarthrite. Ça peut toucher l'os, la peau par exemple au cours du rhumatisme psoriasique. Ça peut toucher les synoviales et donner une arthrite. Cette origine reste néanmoins mal connue. On n'arrive pas à savoir quel est le phénomène déclencheur précis de cette maladie. C'est une maladie plurifactorielle. Pour permettre le diagnostic et la classification de ces spondyloarthrites, il y a eu des critères qui ont été posés. Ces critères, ils reposent sur les manifestations, les différentes manifestations qu'on va retrouver chez les malades. Alors, que ce soit les manifestations cliniques, à type de rachialgie, enthésite, arthrite, etc., ou radiographiques à type de sacroïléite à la radio, ou biologiques, ou génétiques, etc. Il y a eu d'abord les critères modifiés de New York, qui sont apparus en 1984. Ces critères, ils exigent l'existence d'une sacroïléite radiographique. C'est-à-dire que s'il n'y a rien du tout à la radio, c'est-à-dire que si la radiographie est normale, eh ben, on ne peut pas parler de spondyloarthrite. Ceci va exclure les spondyloarthrites indifférenciées, ce qui va retarder probablement la prise en charge et la thérapeutique. Les critères d'Amor sont apparus en 1990. C'est une liste de 12 items, c'est des questions. Ces questions, elles vont tourner autour de la clinique, de la radio, de la biologie, de la génétique, etc. Si on cumule un score de 6 points, le diagnostic de spondyloarthrite pourra être retenu. Il y a eu par la suite les critères de l'ESSG. Alors,
ceux-là, ils exigent, par contre, contrairement à ceux de New York qui demandent une sacroïlite, ceux-là, ils demandent une rachialgie inflammatoire ou une synovite qui sont des critères majeurs, avec, pour pouvoir retenir le diagnostic, la présence d'un critère mineur. Alors, un critère mineur à type de diarrhée, d'uvéite, etc. Quelque chose qui soit extra-articulaire, par exemple. Ces trois critères, ils ont été posés avant l'avènement des nouvelles techniques d'imagerie, c'est-à-dire avant l'apparition de l'IRM. Et donc, le diagnostic, à ce stade-là, était tardif. Mais après l'apparition de l'IRM, et là, on peut faire un diagnostic précoce, il y a eu les critères de l'ASAS. C'est les plus récents. Alors, les critères de l'ASAS, ils ont deux principales présentations cliniques. Alors, les critères de l'ASAS, c'est des critères qui vont séparer les spondyloarthrites en deux types. Il y aura les spondyloarthrites axiales prédominantes et les spondyloarthrites périphériques prédominantes. Alors, les critères de la SAS prennent en compte les données fournies par l'IRM. Ceci va permettre l'introduction d'une thérapeutique d'une manière précoce et bien sûr la prévention des stades sévères et avancées de la maladie qui vont être l'ankylose et l'impotence fonctionnelle, voire un handicap. Donc, pour commencer, il y a les spondyloarthrites axiales prédominantes. Celles-ci, elles vont toucher principalement, elles vont prédominer au niveau du rachis et des sacroiliacs. Il y aura des manifestations cliniques, telles que des rachialgies, etc. Et là, ça sera selon la radio. Si on a à la radio une sacroiléite claire et nette, là, ça va répondre aux critères modifiés de New York et on pourra parler de spondyloarthrite ankylosante, il n'y a aucun doute. Si on a des manifestations cliniques qu'on voit, mais qu'à la radio, il n'y a rien du tout, là, ça sera des spondyloarthrites axiales non radiographiques. Elles n'existaient pas avant. Avant, c'était les spondyloarthrites indifférenciées. Mais depuis qu'il y a les critères de la SAS, on leur a donné un nom. Et là, elles sont considérées comme spondyloarthrites, même si à la radio, il n'y a rien du tout. Et ceci nous permet, quand il y a par exemple une présence à l'IRM d'activité ou d'œdème osseux, on les verra tout à l'heure sur les radios, s'il y a une manifestation à l'IRM qu'on n'arrive pas à voir en radiographie, et bien là, on pourra parler de spondyloarthrite quand même s'il n'y a rien du tout à la radio. Car il faut savoir que chez la moitié des patients qui ne présentent pas d'atteinte radiographique, telles que par exemple les spondyloarthrites qui ont été nommés indifférenciés mais qui sont maintenant considérés comme des spondyloarthrites à part entière, alors celles-là, dans la moitié des cas, vont évoluer avec le temps. Si surtout il n'y a pas de prise en charge et il n'y a pas de thérapeutique immédiate, elles vont évoluer vers une spondylarthrite ankylosante avec une sacroiliite à la radio. Et ça, c'est un stade avancé de la maladie. Ça, c'était pour les prédominantes. Pour les critères qui ont été avancés, alors il y a des critères radiologiques et des critères autres. Alors pour les critères radiologiques, on a la radiographie, et ce selon les critères de New York, ou une inflammation active à l'IRM. Pour les autres signes, on peut avoir les rachialgies, l'arthrite, l'anthésite, la dactylite. Ceux-ci sont des manifestations purement articulaires. On peut avoir aussi les manifestations extra-articulaires de la maladie, telles que le psoriasis, l'uvéite ou la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Il y a aussi les facteurs qui nous mènent sur la piste de cette maladie qui est purement inflammatoire, donc la CRP qui sera élevée. Il y a la bonne réponse aux AINS qui va nous permettre de dire que, ah oui, peut-être c'est une spondyloarthrite. Il y a aussi les antécédents familiaux, car il faut savoir que c'est une maladie qui est très liée aux gènes. Et donc, soit la présence avérée de l'HLA-B27 ou un antécédent familial de SPA peut nous permettre de dire que oui, peut-être c'est une spondyloarthrite. Alors, pour pouvoir parler de spondyloarthrite, ça sera dans ce contexte-là. Par exemple, il y aura une personne qui va se présenter avec des rachialgies qui durent depuis plus de 3 mois. Ce sera des rachialgies chroniques. L'âge de début de ces rachialgies, ce sera avant l'âge de 45 ans. Donc, c'est une personne qui n'est pas très très âgée, qui va présenter des rachialgies pendant plus de 3 mois. Si, devant ces deux critères-là, on a demandé une radio et on a comme retour une sacroiliite à la radio, plus au moins un signe, c'est-à-dire plus un psoriasis, plus une arthrite. Donc, on a le côté imagerie, plus un autre critère. Chez cette personne, on est en droit de parler de spondyloarthrite. Si, par exemple, on a un HLA-B27
et que, par exemple, en plus de ça, il présente deux signes cette fois, pas un seul. Par exemple, il va présenter une dactylite et une anthésite. On pourra parler aussi de spondyloarthrite chez cette personne. Il y a aussi les spondyloarthrites périphériques prédominantes. On a parlé des axiales, maintenant ça sera les périphériques prédominantes. Alors, c'est des personnes qui vont présenter des manifestations qui ne seront pas au niveau du rachis ou des sacroiliaques, même si ceci est possible. Mais la présentation va prédominer au niveau des articulations, des anthèses et des doigts, par exemple. Alors, c'est une personne qui va se présenter avec une arthrite ou une anthésite ou une dactylite. Alors, chez cette personne, si on a en plus de ces trois critères, un seul de ce critère, soit la génétique, soit un signe extra-articulaire, soit à l'imagerie, une sacroïléite, on est en droit de parler de spondyloarthrite périphérique prédominante. Si, par exemple, cette personne qui présente l'arthrite ou l'anthésite ou la dactylite présente deux critères articulaires périphériques, tels qu'une arthrite et une anthésite et une dactylite, ou par exemple une arthrite avec un antécédent de rachialgie inflammatoire et d'antécédent familial, on est en droit de parler de spondyloarthrite périphérique également. Commençons sans plus tarder par la spondyloarthrite axiale prédominante. Alors, la forme la plus connue, c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est une forme sévère de la maladie, d'un stade évolué. Elle va toucher, cette spondyloarthrite axiale prédominante, elle va toucher essentiellement le rachis et les articulations sacro-iliaques. Ça va toucher le squelette axial. On va avoir aussi une atteinte rhumatismale périphérique dans 50% des cas. Par exemple, une uvéite antérieure aiguë. Elle peut être parfois révélatrice de la maladie, mais elle est indépendante de l'atteinte rhumatismale, c'est-à-dire qu'à elle seule, elle évolue d'une manière indépendante. La spondyloarthrite ankylosante est caractérisée par l'inflammation et l'ossification progressive des anthèses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'ankylosante s'il n'y a pas d'ankylose. Et ça, c'est la forme sévère, car en effet, on a vu qu'il y a des formes qui ne sont pas ankylosantes, mais qui sont considérées quand même comme des spondyloarthrites, celles qui sont indifférenciées. Alors, pour pouvoir parler de spondyloarthrite ankylosante, il faudrait avoir à la radio une sacroïléite de stade 2 bilatérale ou de stade 3 unilatéral. Ceci est indispensable pour pouvoir porter le diagnostic. Et ce, selon les critères modifiés de New York. Alors, pour l'évolution chronique de cette maladie, il faut dire que c'est une maladie qui va évoluer par poussée. Ce sera des poussées intercoupées de rémission et deviendront par la suite permanentes. Sur 10 à 20 ans, le handicap fonctionnel est là, dans les formes sévères, et là, c'est irréversible. Alors, pour les complications, on peut en avoir, surtout à long terme, on les verra plus tard. Le début habituel de cette maladie, c'est généralement un âge jeune. C'est des adultes jeunes, en moyenne 26 ans. Généralement, c'est des hommes, 3 fois à 8 fois plus que les femmes avant l'âge de 40 ans. Il faut dire qu'après l'âge de 40 ans, ils vont s'égaliser. À la clinique, on va avoir un syndrome pelvirachidien dans 80% des cas. C'est ce qui va révéler la maladie. On pourra avoir soit des lombalgies, soit des pygalgies à bascule inflammatoire. Alors, d'horaire inflammatoire, c'est-à-dire qu'elles auront des réveils nocturnes et qu'elles auront un dérouillage matinal qui durera plus de 30 minutes. Elles vont s'accentuer au repos et céder à l'activité physique. Leur début sera au niveau de la charnière dorso-lombaire. Elles vont ensuite être descendantes pour, à la fin, être ascendantes et toucher carrément le rachis entier. À la clinique, on va avoir de la raideur. Cette raideur, elle sera axiale. Comment est-ce qu'on pourra la voir? Par l'indice de Schauberg. Cet indice, ça sera en prenant deux points de repère au niveau du rachis, le premier au niveau de la 5e vertèbre lombaire, en rajoutant 10 cm au-dessus de ce point. On demandera ensuite au patient de se courber, de se pencher en avant, et on reprendra la mesure de cette distance qui devrait normalement prendre plus de 5 cm. Si c'est inférieur à 5 cm, ça veut dire qu'il y a de l'ankylose, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à se pencher complètement, c'est-à-dire qu'il est raide. On a aussi l'inflexion latérale lombaire qui sera diminuée. Le patient ne pourra pas faire d'inflexion latérale. À l'ankylose aussi, on va avoir la disparition de la lordose lombaire. Et quand on fera le test de la 3e lombaire
mûre, il n'y aura pas une grande distance, elle sera diminuée. On aura aussi donc des pygalgies à bascule, c'est-à-dire des féssalgies. Ces féssalgies, elles pourront être soit unilatérales ou bilatérales ou à bascule. Alors, c'est des douleurs qui ne sont pas neurogènes, attention, ce pas des douleurs qui auront un trajet particulier comme la sciatique. Ça sera des douleurs qui seront déclenchées, par exemple, quand on fera les manœuvres de cisaillement des sacro-iliaques, soit en les rapprochant, soit en les séparant. On aura aussi une anthésite, ça sera surtout au niveau des talons, c'est-à-dire qu'on aura des talalgies. Ces talalgies, elles seront soit inférieures, c'est-à-dire au niveau de la ponévrose inférieure, ou postérieures, c'est-à-dire au niveau du tendon d'Achille. On pourra aussi les avoir au niveau du tibia, au niveau de la patella, etc. Ça sera surtout au niveau du membre inférieur. On a aussi les arthrites périphériques et ceux à type d'oligoarthrite asymétrique du membre inférieur. Ça va toucher principalement le membre inférieur, le genou, la hanche, celle-ci est un signe de gravité. Alors, ça peut toucher aussi les chevilles et le pied. Pour toucher les mains et les mandibules, c'est rare. Il y a aussi la dactylite qui est une tuméfaction du doigt et de l'orteil. Ceci est l'association d'anthésite, de synovite, de ténosynovite et d'inflammation des tissus mous. C'est ce qui va donner une atteinte générale du doigt. On aura aussi les manifestations extra-articulaires qui seront rarement inaugurales, sauf pour l'uvéite antérieure qui pourra à elle seule faire découvrir une spondyloarthrite axiale sous-jacente. Alors, les critères diagnostiques qu'on utilise actuellement sont les critères modifiés de New York. À la biologie, on va retrouver un syndrome inflammatoire lors des poussées et une hypergamma-globulinémie. L'imagerie représente un versant très important pour pouvoir poser le diagnostic de spondyloarthrite. Premièrement, il y a la radiographie. À la radiographie, ça va nous permettre de suivre les critères de New York. Ces critères de New York, on a vu qu'ils exigeaient la présence d'une sacroïléite. Alors, qu'est-ce qu'une sacroïléite pour les critères de New York? C'est 4 stades. C'est des lésions qu'on va retrouver au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Il y a d'abord le stade 1 qui va nous donner un aspect d'élargissement de l'interligne. On aura l'impression que l'interligne est plus large que d'habitude. Or que ce n'est pas le cas. En fait, c'est juste un flou de la lame osseuse sous-chondrale. Ceci pour le stade 1. Ensuite, pour le stade 2, on va avoir des érosions mal limitées. Alors, ces érosions mal limitées, on va les retrouver au niveau de l'interligne. Ça va nous donner un aspect irrégulier, ici par exemple, des berges qui vont avoir un aspect en timbre de poste. Ceci pour le stade 2. Pour le stade 3, on va avoir une ostéocondensation, on va avoir une opacité importante en périarticulaire. Ensuite, pour le stade 4, il n'y aura plus d'interligne, c'est le stade d'ankylose transarticulaire, perte carrément de l'articulation. On peut avoir aussi une anthésopathie et ça va nous donner l'aspect flou de l'ischio, là où s'insèrent les muscles qui relient l'ischio au fémur par exemple. Pour le rachis, on va avoir plusieurs aspects aussi. Alors, on va d'abord avoir la spondylite de Romanus. C'est un aspect de mise au carré de la vertèbre. Cette vertèbre va devenir carrée alors qu'elle est censée être incurvée dans sa partie antérieure. Du fait qu'il y a de l'érosion au niveau des bords, antérieur et antérolatérale, ça va nous donner un aspect rectiligne et non pas incurvé de la face antérieure de la vertèbre. Il y a aussi les syndesmophytes. Alors, ces syndesmophytes, c'est quoi? C'est une ossification des ligaments. Alors, ça sera en fait une ossification du ligament longitudinal antérieur du rachis, mais pas que. Il y aura aussi une ossification du disque intervertébral sur sa partie externe. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a le noyau et autour, il y a la partie externe. Cette partie externe périphérique va s'ossifier dans sa partie qui va s'insérer dans les coins vertébraux. Ceci va nous donner cet aspect en vue latérale, c'est-à-dire qu'il y aura les vertèbres qui seront reliées au niveau de leur coin. En vue maintenant de face, c'est-à-dire en vue
antérieure, on va voir que ce rachis, il va avoir l'aspect de colonne de bambou. C'est-à-dire que ces syndesmophytes vont venir relier les bords, cette fois-ci de manière latérale, et on va avoir un aspect de rachis en bambou. Il y a aussi l'ossification des ligaments postérieurs. Ces ligaments, ça sera le ligament supra et interépineux. Alors, le ligament supra-épineux, c'est le ligament qui va relier les sommets des processus épineux. Alors, ça va les relier. Et il y a aussi les ligaments interépineux qui vont relier, les processus épineux. Ça va nous donner, en s'ossifiant, un aspect en rail de chemin de fer. On peut même aussi avoir une ossification du ligament jaune qui se trouve ici. On retrouve aussi une spondylodicite d'Anderson. Qu'est-ce qu'une spondylodicite? C'est une inflammation du disque intervertébral et des deux vertèbres qui lui sont sus et sous-jacentes. Ça sera une érosion disco-vertébrale. Elle peut être soit focale, c'est-à-dire au niveau de la partie soit périphérique ou centrale que du plateau vertèbre, comme ça peut être extensif. Et là, si c'est une érosion extensive, on va avoir une destruction carrément des plateaux vertébraux avec une ostéocondensation qui sera limitée si elle est extensive, l'érosion, mais étendue si elle est focale. Il y a aussi la résorption osseuse de la face antérieure des corps vertébraux au niveau du rachis cervical inférieur. Si on a cette résorption, ça va nous donner une réduction du diamètre antéro-postérieur des corps vertébraux qui seront plus petits que d'habitude. Il y a aussi, bon ça c'est dans les formes évoluées, on va avoir aussi au niveau de la partie haute cervicale, on va avoir une atteinte de la charnière cervico-occipitale et ce par exemple l'érosion du processus odontoïde qu'on va retrouver au niveau de la deuxième vertèbre cervicale. Comme par exemple, on peut trouver aussi une subluxation C1, C2 qui va nous donner un diastasis, comme on le voit ici. Alors ce diastasis, c'est tout simplement une distance qui va être supérieure à 4 mm entre la partie antérieure de l'odontoïde, ça c'est l'odontoïde, et la face postérieure de l'arc antérieur, de la première vertèbre cervicale. Il y a aussi les fractures rachidiennes comme ici. Ça sera des fractures transversales ostéoporotiques. Ceci, on va le trouver dans les formes sévères évoluées. Ça sera un bâillement intersomatique, c'est-à-dire que l'angle va s'ouvrir et on va aussi avoir une interruption des syndesmophytes. C'est ce qui va nous orienter, il va nous montrer cette fracture si elle passe inaperçue. Alors le scanner, pour les sacroiliaques, il va nous aider à voir les structures, les lésions structurales d'une manière plus précise. Mais il ne va pas nous montrer l'inflammation. C'est ce qui va réduire de son intérêt. Il y a aussi au niveau du rachis un intérêt pour explorer les complications et évaluer l'état du rachis en cas de thérapeutique, c'est-à-dire en préopératoire. Alors, il va nous permettre, pour les sacroiliaques par exemple, de faire le diagnostic différentiel entre une spondylarthrite ankylosante. Ici, on voit qu'il y a de l'ostéocondensation qui est étendue, alors que pour une arthrose, on va avoir certes de l'ostéocondensation, mais qui ne sera pas étendue, elle sera limitée à quelques petites parties de l'articulation. Ici, par exemple, se trouve l'intérêt de faire un scanner pour pouvoir faire un diagnostic différentiel. L'IRM va nous permettre de faire le diagnostic le plus précoce d'une sacroïléide. C'est-à-dire que même s'il y a une atteinte à l'IRM, on peut ne pas l'avoir à la radio. Alors, cette IRM va nous montrer un aspect d'œdème osseux. On va voir aussi qu'il y aura des anthésites. On va voir les scléroses et les érosions. Alors, les érosions, on voit ici l'aspect qui est irrégulier. On a aussi le stade d'ankylose sacroiliaque, qui est un stade qui est tardif de la maladie. Et là, on voit que l'articulation n'y est plus, tout est condensé. Pour le rachis, on pourra voir les lésions inflammatoires et les complications.
Alors, par exemple, pour la première photo, on a une ostéite des coins vertébraux, c'est-à-dire que les coins seront rehaussés en T2. C'est de l'œdème au niveau des coins. On a aussi, par la même occasion, un romanus magnétique, c'est-à-dire une mise au carré de la vertèbre, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure à la radio, c'est une vertèbre qui est carrée. On a aussi des inflammations des structures postérieures qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les ligaments inter- et supraépineux. On a aussi l'atteinte des coins vertébraux graisseux qui vont nous témoigner d'une conversion de la lésion qui a été probablement inflammatoire avant et qui a pris l'aspect graisseux par la suite. On a aussi la spondylite d'Anderson, qu'on a vu à la radio tout à l'heure et qui apparaît très lente ici par une atteinte du plateau vertébral et qui est aussi circonscrite d'ostéite. On a aussi une fracture horizontale qui va nous donner un bâillement entre les deux vertèbres. On a aussi ici de l'ankylose des disques intervertébraux qui témoignent d'un stade avancé de la maladie. Et il y a aussi, donc ça c'est par exemple une complication. La fracture est une complication. Il y a aussi les fractures transversales des C6, C7. Alors, on a ici la fracture qui est une complication, mais aussi une compression médulaire de la moelle qui est en arrière. L'échographie, elle va nous permettre de faire elle sera utile pour faire le diagnostic des enthésites et des arthrites périphériques. Comme ici, par exemple, on a une enthésite du tendon calcanéen et une érosion calcanéenne. Donc l'os, il a été érodé ici. Pour pouvoir évaluer la clinique et la biologie de la maladie, deux scores ont été posés. Alors, d'abord, il y a le score BASDAI. Ce score, c'est un questionnaire qu'on va poser aux malades. Alors, c'est une série de questions sur la douleur axiale, la douleur périphérique, l'anthésiopathie, la fatigue et la raideur matinale. Alors, ça sera un score qui sera compris entre 0 et 10. Et ce score, si on atteint une note de 4 points, ça sera une forme active de la maladie. Ce score nous permet aussi de faire une évaluation de la réponse thérapeutique, c'est-à-dire qu'après l'introduction d'un médicament, on pourra savoir l'efficacité de celui-ci. Il y a eu aussi par la suite la SDAS qui, en plus des 4 questions du BASDAI qui sont des questions, il faut se le dire, subjectives, il y a eu aussi l'AVS et la CRP en plus, pour pouvoir avoir un aspect plus objectif de l'évaluation. Pour le traitement des spondyloarthrites axiales prédominantes, en particulier la spondylarthrite ankylosante, le traitement qu'on va utiliser, ça sera principalement un traitement symptomatique, mais c'est le traitement de choix pour une personne qui présente une spondyloarthrite dans ses débuts. Le traitement qu'on va utiliser, ça sera les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils seront efficaces sur la douleur et la raideur. Et si on les prend de manière, c'est-à-dire régulière, et que les doses sont assez suffisantes, là, on va avoir une moindre progression des scores radiographiques, c'est-à-dire que l'ankylose va mettre plus de temps à aboutir. Il y a aussi les antalgiques. Ils vont nous permettre de diminuer les douleurs, parce que c'est des personnes qui vont souffrir de rachialgie chronique. Pour pouvoir parler d'échec aux INS, il faut qu'on ait au moins essayé 2 INS successivement sur une durée totale de 4 semaines. Il y a aussi les myorelaxants et la rééducation qui vont nous permettre de retarder l'ankylose rachidienne et de maintenir une ampliation thoracique assez bonne. Car en effet, comme dans toutes les anthèses du corps, la partie thoracique comporte des anthèses telles qu'au niveau, par exemple, des articulations manubrio-sternales, sternoclaviculaires ou sternocostales. Ensuite, si les INS ne sont pas efficaces, là, on pourra passer au palier au-dessus, ça sera la biothérapie. Par le biais des anti-TNF-alpha et des anti-IL-17 pour les formes réfractaires actives. Il y a aussi la chirurgie. On aura recours à la chirurgie si on a par exemple une ostéite ou une luxation C1, C2 en cas de fracture ou de compression médulaire. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a aucun traitement de fond par exemple le méthotrexate
dans les formes axiales. Pour la spondyloarthrite périphérique associée à un psoriasis, c'est-à-dire le rhumatisme psoriasique, c'est une spondyloarthrite périphérique prédominante associée à un psoriasis cutané. Donc, elle va affecter le rachis, les articulations sacro-iliaques, mais surtout, cette fois-ci, le squelette appendiculaire. Elle va apparaître entre 30 et 50 ans et va affecter autant les hommes que les femmes. Ce rhumatisme, il va apparaître soit après l'atteinte cutanée de 5 à 10 ans, en moyenne, il pourrait être concomitant de l'atteinte cutanée ou carrément la précéder. Pour la clinique, comment est-ce qu'il va se présenter? D'abord, on va avoir le caractère cutané de la maladie, c'est-à-dire le psoriasis. Il va être soit cutané, soit unguéal. On va le trouver au niveau des doigts. Il y a aussi le syndrome articulaire périphérique, du moment que c'est une spondyloarthrite périphérique, ça va prédominer au niveau des articulations. Alors, ce syndrome articulaire va s'élucider dans des oligoarthrites asymétriques, surtout du membre inférieur, une monoarthrite parfois, une polyarthrite symétrique. Les articulations interphalangiennes distales seront particulièrement touchées et ceci va nous permettre de faire le diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde qui, elle, épargne les IPD. Il y a aussi les formes d'arthrite mutilante qui vont nous donner un aspect de doigt en lorgnette. On va les voir à la radio. Il y a aussi la spondylite psoriasique, c'est une atteinte des corps vertébraux, c'est-à-dire du rachis axial. Ça ne touche pas uniquement l'appendiculaire, ça touche aussi l'axial. Il y a aussi l'anthésite, particulièrement l'étalalgie. Alors, les anthésites sont très fréquentes dans la spondyloarthrite psoriasique. Il y a aussi la dactylite. Alors, les dactylites aussi, on va les trouver très fréquemment et elles seront évocatrices si présentes d'un rhumatisme psoriasique. Donicopachie dermopériostite du gros orteil, elle sera rare, mais si elle est présente, elle sera pathognomonique. Il y a aussi l'atteinte extra-articulaire, telle que par exemple l'uvéite et l'atteinte du tube digestif, et l'ostéoporose, qui seront par contre rares. Pour les critères de classification, jusqu'en 2006, il y a les sous-types cliniques de Moll et Wright qui ont été utilisés. Mais depuis 2006, c'est les critères de Caspar qui sont appliqués. Ces critères vont s'intéresser à l'atteinte inflammatoire, plus 3 autres signes. Par exemple, la présence d'une atteinte cutanée à type de psoriasis, d'onychodystrophie, de présence par exemple à la radiographie d'atteinte et de lésions. Ceci va nous permettre de classer la maladie. Pour la biologie, il y a un syndrome inflammatoire chez la moitié des patients. Il y a aussi le facteur rhumatoïde qui est présent parfois. La négativité de ce facteur fait partie des critères de Caspar. À l'imagerie, l'atteinte prédominera au niveau surtout de la main et du pied. Les lésions seront caractéristiques. Alors, d'abord, la radiographie. Elle va nous permettre de voir des lésions au niveau de la main et au niveau du pied. Des érosions marginales. Ces érosions, elles seront à la partie marginale de la phalange. Ce sera des érosions qui seront hyperosseuses, car par la suite, on va avoir des excroissances osseuses. On va avoir aussi de l'ankylose, ici par exemple, et on a aussi une caractéristique qui est importante pour le rhumatisme psoriasique, c'est l'absence de raréfaction osseuse. C'est-à-dire que la trame osseuse ne sera pas rare, contrairement à ce qu'on verra dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi l'arthrite qu'on voit ici, par pincement de l'articulation, et puis il y a aussi une chondrolyse. Il y a la position périostée ici, avec une tuméfaction des tissus mous, ce qui va témoigner d'une dactylite. Il y a aussi l'atteinte de la phalange distale ici qui est hyperossosante. Il y a aussi l'atteinte de l'IPD, de l'articulation interphalangienne distale qui, elle, n'est pas touchée dans les polyarthrites rhumatoïdes. Il y a aussi ici le syndrome d'onychopachie dermopériostite qu'on retrouve. Alors là, il y a une dermopériostite avec des excroissances anarchiques osseuses, c'est-à-dire une hyperostose. Il y a une atteinte des tissus mous et si on voit à la clinique, on va retrouver une onychodystrophie de nature psoriasique.
Aussi, on va retrouver des résorptions osseuses sous-chondrales, et ce, dans les stades les plus tardifs. On va avoir une résorption osseuse au niveau des têtes, par exemple, de cette phalange. Sa tête, elle est rangée, elle est plus petite que de nature. On va avoir aussi la base de la phalange qui va venir après, qui sera étalée, qui sera évasée en cupule. Ça va nous donner un aspect d'allongement de l'interligne. Ceci est un aspect en pencil in cup, c'est-à-dire doigt en crayon dans un encrier. Il y a aussi le doigt en lorgnette, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une forme mutilante de l'arthrite. Ceci est dû à la résorption osseuse qui a fait que la taille des phalanges est réduite, ce qui va donner une taille totale du doigt qui sera plus petite. On remarque aussi l'aspect en coup de vent des doigts. Pareil pour le pied. Alors ici, on a une ankylose osseuse avec une perte de l'interligne articulaire. Pour le rachis, on a dit que c'était une atteinte qui touchait surtout le squelette appendiculaire, mais que le rachis aussi pouvait être touché. Alors là, on a des parasyndesmophytes, pas des syndesmophytes, mais des parasyndesmophytes, car ils sont plus épais. Et ceux-ci, on va les retrouver au niveau du rachis thoracolombaire. On a aussi les syndesmophytes cervicaux qu'on va retrouver ici, et une ankylose zygapophysaire cervicale. Il y a aussi la sacroïléite unilatérale, qui est censée être bilatérale dans la teinte axiale. Il y a aussi l'ostéocondensation des sacroiliaques qui sera plus marquée, alors que l'ankylose sera moins fréquente. Les anthèses pourront aussi être touchées au niveau des ischions. Alors à l'IRM, on va avoir une ostéite avec une anthésite. Ceci au niveau du pied. On a aussi ici la synovite radio-ulnaire distale avec une radiocarpienne avec des intercarpiennes. Il y a aussi l'œdème osseux qu'on retrouve sur cette radio avec des synovites et une anthésite. Il y a aussi les tissus mous qui sont tuméfiés. C'est l'aspect d'une dactylite. Au niveau du rachis, on va avoir par exemple une inflammation des corps vertébraux avec des parasyndesmophytes. Pour le traitement du rhumatisme psoriasique, alors ça sera selon la forme clinique de la maladie. Le traitement qu'on va utiliser au début, c'est un traitement symptomatique, ça sera les INS. Les infiltrations cortisoniques, on va les utiliser dans le cas des arthrites et de la dactylite. L'atteinte psoriasique, on va la traiter par les topiques. Maintenant, si ces INS ne sont pas efficaces, on va passer au palier au-dessus. Si c'est une atteinte périphérique, c'est-à-dire articulaire, on va aller vers le traitement de fond, c'est-à-dire le méthotrexate, sulfasalazine, les flunomides. Si ce n'est pas une atteinte articulaire, on va aller directement à la biothérapie par les anti-TNF-alpha, les anti-IL-12, les anti-IL-23 et les anti-IL-17, surtout en cas d'atteinte axiale, anthésitique ou dactylite. On va switcher entre ces différentes molécules. Passons aux arthrites réactionnelles. Alors, ces arthrites, c'est des arthrites aseptiques, c'est-à-dire sans germe intra-articulaire. Elles seront déclenchées par l'infection d'une muqueuse, essentiellement urogénitale, mais plus rarement digestive ou pulmonaire. Elles vont survenir quelques semaines avant l'apparition de l'arthrite. Il y a l'association de l'HLA-B27 qui est fréquente. On a deux mécanismes pour l'apparition de ces arthrites. Soit c'est une arthrite infectieuse chronique avec présence réelle du germe, mais ce germe a une croissance tellement lente et qu'il est difficile à cultiver qu'on n'arrive pas à le voir avec les investigations microbiologiques usuelles. Il va se cacher dans les cellules et déclencher une synovite. On peut avoir aussi une arthrite stérile post-infectieuse. Dans ce cas-là, il n'y a pas de germe, il n'y a que les antigènes. Ces antigènes, ils ont diffusé à travers la paroi intestinale ou les ganglions. Ces foyers, ils sont extra-articulaires. Donc, une fois arrivé dans l'articulation, cet antigène sera
la cible d'une réaction inflammatoire au niveau de l'articulation. Il n'y aura pas de germes viables intra-articulaires. Ce sera soit des bactéries fantômes qui ont délaissé leurs antigènes ou des antigènes véhiculés de façon récurrente. À la clinique, on va avoir une manifestation urogénitale, du moment que c'est une infection qui a précédé, ou digestive, qui sera parfois asymptomatique. On ne saura pas qu'il y a eu une infection. Par la suite, il y aura l'atteinte articulaire. Elle va apparaître par l'atteinte pelvirachidienne, des oligoarthrites, des enthésites, des dactylites, etc. L'atteinte non musculo-squelettique y est aussi. Alors, elle peut être soit oculaire, soit cutanéo-muqueuse, telle que par exemple la kératodermie blénorragique de Vidal et de Jacquet. Elle peut être cardiaque ou médulaire. Alors, les arthrites réactionnelles peuvent donner un syndrome, c'est le syndrome de Fissinger-Leroy-Ritter. C'est une triade d'arthrite, d'urétrite et de conjonctivite. Pour la biologie, on va avoir un syndrome biologique inflammatoire. On va avoir à la ponction articulaire un liquide riche en cellules, témoignant d'une inflammation, mais celui-ci sera stérile, car les techniques bactériologiques utilisées ne pourront pas le visualiser. À la PCR, on pourra par exemple faire des prélèvements d'urine si c'est une infection urogénitale ou une coproculture si c'est des entérobactéries, c'est-à-dire une infection digestive. On pourra aussi faire le sérodiagnostic spécifique. Mais toutes ces investigations ne mènent pas vraiment très loin. Il y a aussi l'imagerie. À la radio, à la phase aiguë, on va avoir une raréfaction osseuse périarticulaire. Par la suite, on va avoir presque les mêmes signes du rhumatisme psoriasique, c'est-à-dire une raréfaction osseuse, une hyperostose, des parasyndesmophytes ou une sacroïléite unilatérale. Pour le traitement des arthrites réactionnelles, alors pour l'antibiothérapie prolongée, elle a été controversée. En fait, pour les entérobactéries, elle est inefficace. Dans les formes chroniques, on va utiliser des INS. Si échec, on va utiliser des anti-TNF. Maintenant, on va passer au dernier volet du cours, les spondyloarthrites associées aux entérocolopathies chroniques. Alors, c'est des maladies inflammatoires chroniques du tube digestif. Elles vont apparaître à un âge jeune, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. L'association des spondyloarthrites et des entérocolopathies chroniques est bien connue. Donc 20% des malades ayant une entérocolopathie vont développer par la suite une spondyloarthrite. Pareil pour les malades qui ont une spondyloarthrite, 20% d'entre eux vont développer une entérocolopathie. Par contre, 60% d'entre eux vont avoir une inflammation intestinale infraclinique asymptomatique. Les mécanismes, c'est le facteur génétique, la HLA-B27, et l'environnement avec la flore bactérienne, les infections, les dysrégulations de la muqueuse digestive, le tabagisme, etc. À la clinique, on va avoir des manifestations ostéo-articulaires de deux ordres. Ça sera et la spondyloarthrite elle-même, c'est-à-dire qu'elle soit axiale ou périphérique, et les complications infectieuses et iatrogènes de la maladie digestive. Alors, pour l'atteinte articulaire, ça sera une arthrite périphérique de type 1 ou de type 2. La type 1, elle sera non associée à l'HLA-B27, mais elle va apparaître plusieurs années après l'atteinte digestive. Et elle va suivre le cours de la spondyloarthrite, elle va céder à la rémission digestive. Ça sera à la clinique une oligoarthrite asymétrique avec des signes cutanés et oculaires, surtout dans la maladie de Crohn. Le type 2, ça sera une polyarthrite symétrique avec une uvéite et l'évolution, elle est chronique, elle va tarder. Pour l'atteinte axiale, c'est-à-dire la spondyloarthrite axiale, on va avoir soit une spondylarthrite ankylosante, soit une sacroïlite isolée. Si c'est une ankylosante, dans un tiers des cas, on va avoir une manifestation digestive. Elle va être indépendante de l'atteinte digestive, c'est-à-dire les deux évolutions seront indépendantes l'une de l'autre. On va avoir l'HLA-B27 dans 50 à 75% des cas. Alors, les arthrites, elles seront périphériques et l'atteinte axiale y sera aussi. La sacroïléite isolée, ce sera surtout chez les femmes. Elle ne sera pas associée à l'HLA-B27 et évoluera selon l'atteinte digestive vers l'ankylose et sera asymptomatique dans 90% des cas. Pour le traitement, ça sera le traitement de fond
des entérocolopathie chronique, c'est-à-dire la sulfasalazine, le Roaza, le Pentasa. S'il y a échec, on mettra des thiopurines, c'est-à-dire de l'azatioprine. La biothérapie, on la mettra en cas d'échec du traitement de fin, c'est-à-dire les anti-TNF-alpha et les anti-IL-12, IL-23. Voici pour le cours des spondyloarthrites. Merci pour votre attention et rendez-vous pour de nouvelles vidéos.